Bonsoir Sophie Galabri, bienvenue. Voici Vincent Elbaz et Laure Calamy. Voici une partie de l'équipe. On a plein de questions à vous poser. Pendant la pub, ils ont envie déjà, ils disaient qu'ils avaient plein de questions à vous poser. Bienvenue. Vous avez écrit ce livre qui va passionner tout le monde à la veille de Noël. Faire famille, c'est chez Alary. Vous êtes agrégé et professeur de philosophie. On ne réagit pas tous pareil devant l'épreuve de Noël en famille. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'à Noël, les familles ne se font pas de cadeaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, évidemment. Mais Noël, c'est la fête de famille par excellence, mais c'est un moment difficile pour beaucoup de gens parce qu'il y a une tension qui arrive entre la famille dont on rêve et celle parfois qu'on vit. Et donc, c'est un moment qui peut susciter beaucoup d'inquiétudes, réveiller des blessures, des inquiétudes. Et il y a certaines personnes même qui fuient la fête de Noël. Oui. Alors là, au moment où nous parlons, il y a 100% des téléspectateurs et des gens sur ce plateau qui voient toute leur famille défiler dans leur tête. Et le dîner de Noël de dans 2 jours. À partir de combien on est une famille ? Est-ce que 2, c'est une famille ? Je dirais plutôt que c'est un couple. En tout cas, un parent avec un enfant, c'est-à-dire un adulte qui prend en charge un enfant, un être vulnérable, c'est une famille, oui. Vous citez Jean-Pierre Bacry. La famille, c'est bien, mais le soleil aussi, c'est bien. Mais si on y reste trop longtemps, c'est mauvais pour la peau. Ben oui, parce que la famille, c'est un lieu un peu paradoxal qui accueille des êtres vulnérables, des mineurs, des enfants, mais pour les aider et les pousser à partir, en réalité, pour les émanciper. Et donc, c'est aussi un lieu de tension pour cette raison, c'est qu'on est là pour s'aimer, mais aussi pour s'aider à s'émanciper, à se séparer. Vous dites que les personnes vulnérables, c'est les enfants, mais est-ce que les personnes âgées dans les familles sont des personnes vulnérables aussi ? Bien sûr. Ah oui ? Bien sûr. Oui, les personnes âgées sont des personnes vulnérables qui peuvent perdre de leur indépendance, de leur autonomie et qui ont besoin du soutien des leurs. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Est-ce qu'on attend trop d'une famille ? Attendre de l'amour, c'est pas attendre trop. Surtout quand on a été convoqué au monde, quand on a été, convoqué par sa famille, c'est pour y être accueilli, y être aimé. C'est pas pour être négligé et méprisé. Donc l'attente de l'amour n'est pas une attente excessive. Maintenant, parfois, il faut savoir faire son deuil de l'amour qu'on ne reçoit pas. Oui, parce que vous dites qu'il y a beaucoup d'amour, mais quand ça se passe bien. Oui. Ah oui, mais l'amour n'est pas quelque chose d'inné et de naturel, c'est aussi ce que j'essaye de dire. C'est que c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. Un lien n'est pas évident juste parce qu'on le décrète, juste parce qu'on est ensemble ou qu'on passe une fête de famille ensemble. Je pense que Noël se prépare un peu plus en amont. Est-ce que vous avez une angoisse sur le dîner de Noël ou un petit truc, hein, je ne vais pas vous demander lequel, mais quelle angoisse. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mère, le frère, la sœur, etc. doit pouvoir être considéré comme un étranger, je trouve, dans la famille, pour jamais considérer que ce lien du sang est acquis sur le... C'est-à-dire continuer à essayer de faire connaissance, à considérer l'autre comme l'altérité, quoi, même si on est né ensemble, dans la même famille. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est beau dans ce que madame dit. Oui, carrément. Et vous parlez beaucoup de conversation. Oui. Aussi. Je dis qu'une famille, c'est pas simplement des liens objectifs, c'est-à-dire peut-être le sang qu'on a en commun. C'est ce que disait Vincent. Ou des relations, des droits, des obligations. Parce que c'est aussi des liens juridiques. Une famille, c'est de plus en plus, pour l'individu contemporain, un ressenti, le ressenti d'une intimité. Et c'est à vous de savoir comment vous évaluez l'intimité, mais le partage d'intimité, ça peut être la cohabitation, ça peut être aussi, parce qu'on ne cohabite pas toute sa vie avec ses enfants ou ses parents, c'est les conversations, la confiance qu'on peut avoir les uns dans les autres. Et oui, je pense que le dialogue est quelque chose de fondamental pour tisser son lien. Le dialogue, mais sauf que souvent, il y a beaucoup de non-dits. Oui. Il y a des non-dits, c'est-à-dire des choses qu'on esquive, qu'on tait, et puis il y a même des secrets de famille, c'est-à-dire des chocs, des traumatismes qu'on a... C'est pas un non-dit ? C'est pas tout à fait la même chose en psychanalyse. Un non-dit, c'est ne simplement taire. Un secret, ça peut même être mentir pour dissimuler quelque chose qui s'est passé dans votre famille, dans son histoire. Donc c'est quelque chose encore plus fort. Vous avez dit quelque chose de très fort, je trouve. Les hommes qui comprennent le mieux les femmes sont ceux qui ont vu leur mère ou leur sœur en difficulté. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté dans mon expérience. C'est que, oui, des hommes qui ont pu assister aux difficultés spécifiquement féminines, vécues par leur grand-mère, leur mère, leur tante ou leur sœur, par exemple,
sont des hommes qui sont peut-être plus susceptibles de comprendre le féminisme et les difficultés propres aux femmes, parce qu'ils ont pu voir une mère peut-être cantonnée simplement à sa vie domestique et qui en a pu en souffrir, ou une sœur qui a pu être harcelée, ou qui a pu vivre même des agressions. Enfin, toutes ces choses-là peuvent être dès lors bien mieux comprises que quand on a vécu dans un milieu parfois exclusivement masculin. Ça veut dire que les hommes qui n'en ont pas vu n'ont pas la même perception? Non, je ne pense pas ça, mais j'ai pu constater que cela crée une ouverture une ouverture plus évidente, parce que mais ça vaut pour tous les sujets. On comprend mieux certains sujets sociaux, politiques, quand on est touché, affecté personnellement, ou quand nos proches, nos amis en sont victimes. Donc, ou quand on a des images, que ce soit des documentaires ou des fictions, qui nous montrent des situations qui nous touchent émotionnellement et sentimentalement. Et donc, des hommes qui ont pu être touchés par des proches, des femmes proches, qui ont vécu des choses, des épreuves, à mon avis, ont une plus grande ouverture. En tout cas, ils ont peut-être gagné un peu plus de temps sur les autres. Est-ce qu'il existe une famille équilibrée dans le monde, je parle? J'en sais rien sûrement, mais tout est possible. En tout cas, ce que je dis dans mon livre... Je pensais que vous alliez me dire, bah oui, évidemment. Non. J'en sais rien. Je pense qu'il y a des familles qui ont sûrement trouvé un équilibre. Donc en fait, tout est normal, là, dans ce qu'on a tous dans la tête, là. Vous savez, c'est Freud qui disait, on ne peut pas être un bon parent ni un bon prof. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut accepter d'échouer dans ces missions-là. Mais quand vous êtes échoué comme prof ou comme parent, ça veut dire que votre élève ou votre enfant a réussi en effet à s'émanciper de vous, à vous critiquer et à partir. Et ça, c'est une réussite dans cet échec-là. Donc toute famille, quelque part, qui arrive à accepter ces formes d'échec, de critique et l'émancipation est une famille instable, mais qui réussit quelque chose. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on devait de l'amour aux enfants parce qu'on les a convoqués au monde. Mais ça veut dire que nous, en tant qu'enfants, on a le droit de ne pas aimer nos parents? À Noël? Ce serait très étonnant si on a été sincèrement aimé de ne pas en ressentir une gratitude et de l'amour. Mais je pense qu'en effet, si on a été mal aimé ou pas aimé, on peut ne pas aimer ses parents. Ou trop aimé. Ou trop aimé, oui. Parfois, c'est... Non, mais je veux dire, parfois, c'est... Non, mais parfois, être trop aimé est assez étouffant et peut être aussi douloureux que de ne pas l'être. Ouais. Bah ouais. On parle souvent d'héritage familial. Qu'est-ce que c'est en vrai? C'est plein de choses. Ça peut être un héritage financier, un patrimoine, mais il y a des familles qui n'ont pas de patrimoine à donner financier, mais par contre qui ont un patrimoine que j'appelle dans le livre cryptographique, c'est-à-dire un patrimoine caché, inconscient, qui est fait de désirs, de valeurs, d'émotions aussi refoulées, de secrets. C'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents ont pu, par la force des choses et de leur vie, abandonner certains désirs. Et ils peuvent nous suggérer, activement ou parfois complètement inconsciemment, de reprendre ces désirs. Et ça peut donner lieu après à une vocation, une activité professionnelle, ce qui peut être une richesse et parfois aussi quelque chose, tant que c'est une injonction, une incitation forte et même un ordre, alors c'est quelque chose d'étouffant, qui appauvrit à mon avis, mais quand c'est une suggestion ou quelque chose qui a été repéré par un enfant et qu'il a envie de reprendre pour son compte, c'est beau, cet héritage-là. Vous êtes la petite fille d'un grand acteur, Michel Galabru. Comment c'était la famille, dans votre famille? Avec ce grand-père-là, c'était merveilleux, mais parce que c'était un homme qui était extrêmement libre. Et donc d'avoir une figure dans sa famille qui porte autant de liberté, de créativité, c'était une chance. Et c'était un être en plus, pour rebondir sur ce que vous disiez, qui respectait beaucoup l'altérité, la différence des gens dans sa famille, et même des enfants. Donc en tant qu'enfant, je me sentais respectée, même si j'étais toute petite. Parce que c'est assez rare de respecter les enfants et de les prendre au sérieux en considération, et lui avait ça. Donc c'était un grand-père de ce point de vue-là absolument génial. Mais ça n'épuise pas toute ma famille. Et j'ai aussi vécu, j'en parle dans le livre, des choses plus compliquées, des familles divorcées à plusieurs niveaux, recomposées, mais qui ont échoué dans leur recomposition. Une famille du côté de ma mère traditionnelle, mais autoritaire, très hiérarchisée, très rigide, dans laquelle justement les enfants n'avaient pas beaucoup de place. Et donc j'ai vécu beaucoup de configurations différentes familiales. Ouais. Et est-ce que, pardon, allez-y, justement votre grand-père, enfin dans ce que vous ont dit vos parents, a-t-il été
comme il l'était avec vous, avec vos parents? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se jouent. Moi, je sais que mon grand-père a été avec moi jamais comme il a été avec ma mère. Et quelque chose s'est déchargé, enfin, s'est libéré de... enfin, oui, non, c'est vrai que les parents, enfin, nos grands-parents n'ont pas été forcément aussi libérés et détachés de leur rôle, de leur posture, de l'autorité parentale, des missions qu'ils avaient, de l'anxiété que c'est d'être un parent jeune. Et donc, oui, c'était un être qui était quand même dans le respect de la liberté de ses enfants, qui incitait au rire, à la créativité, à la liberté, qui respectait beaucoup les autres, mais qui a pu être parfois un peu dépassé dans son rôle de père et dans ce qu'il avait à vivre et à construire en tant qu'artiste. Je remonte le livre, ça s'appelle Faire famille, une philosophie des liens, et Sophie Galabru, et c'est chez Alary. Vous restez avec nous. Bien sûr.